Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier sur les batteries. Merci d'être venus si nombreux. Alors, cet atelier il a été organisé en partenariat avec le RS2E qui sera représenté par Patrice Simon, mais on va vous présenter les intervenants plus tard. Vraiment merci pour votre participation. Vous avez vu BIC cette année, le slogan c'est « Le progrès, on y croit ». Je pense qu'on peut dire, sans trop se tromper, les batteries, on y croit et on y croit très fort. Alors on y croit évidemment parce qu'elles sont indispensables à la transition énergétique, notamment pour les réseaux d'électricité. Ça sera le pilier de la décarbonation de la mobilité. Et malgré les soubresauts qu'on peut voir sur certains marchés, notamment en Europe, sur l'automobile, il y a clairement une tendance de fond qui est engagée sur le marché automobile. Donc voilà, les batteries, c'est un peu la pierre angulaire ou une des pierres angulaires de la transition énergétique. Il nous paraissait absolument fondamental de traiter le sujet à BIC cette année. Alors, on y croit, mais d'autres y croient aussi. Certains y croient et ont commencé à y croire il y a déjà quelques années. Donc on va dire qu'ils ont pris une certaine d'avance. Et puis d'autres y croient depuis un peu moins longtemps, mais mettent vraiment le paquet pour encourager et préserver leur industrie. Donc vous allez voir dans le cadre des échanges, il y a un vrai enjeu pour l'industrie et la filière au niveau européen. Donc voilà pour l'introduction. Pour en parler, je pense qu'on a un plateau vraiment de rêve. On a, je pense, les meilleurs spécialistes du sujet. Donc je remercie nos intervenants. Donc Valérie Pétat pour la direction générale des entreprises au ministère de l'Industrie. Sophie Lebouille pour Eramet. Patrice Simon, donc, qui est à la fois directeur adjoint du RS2E, notre partenaire, mais aussi et surtout professeur à l'Université de Toulouse et qui représentera le monde académique. Et enfin, Stéphane Bourg pour l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles. Donc l'OFREMI est plus pratique à dire. Voilà pour l'intro. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on démarre une première série d'interactions qui permettra en fait de faire un peu un état des lieux de la filière et à chacun de nos intervenants de se présenter. Alors pour démarrer, je pense que le plus logique, c'est de démarrer par la stratégie, finalement la stratégie qui est définie par l'État. Donc Valérie, pouvez-vous rappeler les grandes lignes de la stratégie d'accélération des batteries qui a été initiée, me semble-t-il, en 2021 et un petit peu un point d'étape aujourd'hui où nous en sommes? Oui, bien sûr. Merci David et merci pour l'invitation. Peut-être pour situer pour tout le monde, donc je travaille à la Direction Générale des Entreprises et la Direction Générale des Entreprises, donc c'est pas très loin, c'est juste en face, à Bercy, mais c'est la direction donc, des ministères économiques et financiers qui est en charge d'élaborer et de mettre en œuvre la politique industrielle. Et donc à ce titre, la DGE intervient sur un certain nombre de filières stratégiques pour la transition énergétique dans les batteries. Et c'est une action de longue date parce qu'en fait, ça remonte encore avant 2021 et la stratégie batterie qu'on met en œuvre actuellement. Mais ça date déjà même de 2018 et avant, puisque à l'époque, il y a eu une déclaration franco-allemande dans l'idée de faire un Airbus européen de la batterie. Et donc, c'est des actions qui se sont poursuivies plusieurs années avec l'émergence d'ACC à la suite de cette déclaration de 2018. Et la stratégie de 2021, elle est axée autour de 4 objectifs prioritaires. Il y a un premier objectif qui est très dans l'ADN de la DGE, qui est le fait de faire émerger une offre industrielle française compétitive sur les batteries. Et ça, c'est pas uniquement sur le segment des cellules de batterie, les fameuses gigafactories dont on entend beaucoup parler, mais sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la partie extractive. Et je pense que Stéphane sera amené et Sophie à y revenir longuement. Jusqu'à l'ensemble des composants, des matériaux de spécialité qui rentrent dans la composition des batteries et jusqu'au recyclage à l'opposé, dans une optique autant que possible de boucle fermée. Donc on a ce premier objectif, avec aussi l'impératif de soutenir l'innovation pour être en mesure de se positionner sur les prochaines technologies de batterie. Le second objectif, c'est sur le fait de valoriser les mérites de cette offre nationale, et notamment ses mérites en termes environnementaux. Et ça, c'est une action qui a beaucoup porté sur la négociation. Et maintenant, on est dans la mise en œuvre du règlement européen sur les batteries. Donc un règlement qui a été adopté en 2023.
qui est intéressant parce qu'il inclut un certain nombre d'exigences de durabilité de manière assez inédite dans la réglementation européenne sur les produits. Un troisième objectif qui est, donc on a parlé du soutien à l'offre, là c'est sur le soutien à la demande, et la demande de batterie, notamment la demande de batterie pour l'électromobilité. Et donc c'est toutes les actions de l'État en faveur du bonus automobile, la prime à la conversion, etc. Et un quatrième et dernier objectif sur le fait de développer les compétences et les filières de formation pour être au rendez-vous des besoins du secteur des batteries. Et ça, c'est à tout niveau de qualification, des profils extrêmement experts sur l'électrochimie, la science des matériaux, jusqu'aux techniciens, opérateurs en nombre suffisant pour que les gigafactories et toutes les usines à l'amont et l'aval soient en mesure d'opérer dans des bonnes conditions. Donc voilà, en un mot rapide, la stratégie batterie, elle a été déclinée sur tous ces axes depuis 2021 et avec quelques succès majeurs comme l'inauguration d'ACC qui a eu lieu en 2023, les projets Vercors en vision qui ont été annoncés également, et puis des annonces plus récentes autour de Prologium, une Gigafactory de Blue Solutions, Tiamat, une entreprise estonienne qui s'appelle Skeleton, et puis des projets aussi sur l'amont avec un premier projet de ce qu'on appelle matériaux actifs de cathode, qui a été annoncé par Orano pour Dunkerque. Merci, très clair. Toute la chaîne de valeur clairement est adressée. Alors, la deuxième question à Patrice, finalement, une fois qu'on a parlé de la stratégie, au départ de tout projet d'innovation, il y a de la recherche. Donc, Patrice, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire les grands axes, les priorités des activités de recherche des différents laboratoires du RS2E ? Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Moi, je suis professeur en sciences des matériaux sur le côté académique et je dirige un réseau, une fédération de laboratoires de recherche sur la thématique batterie et aussi un outil financé par l'État dont Valérie vient de parler, qui est un PEPR dans lequel on a plusieurs dizaines de millions d'euros pour développer de la recherche à très bas TRL, à très bas niveau de maturité sur les batteries de demain. Donc au niveau de la recherche, on s'intéresse tout d'abord aux matériaux, au système lithium, base lithium, avec le développement des technologies tout solides, donc remplacer les électrolytes liquides par les électrolytes solides, des nouvelles cathodes, ce qu'on appelle les cathodes riches en manganèse pour limiter l'utilisation de nickel. Ensuite, on a un axe sur les nouvelles chimies, comme le sodium-ion, on en parlera peut-être tout à l'heure, d'autres systèmes peut-être un peu plus exotiques, des systèmes aqueux qui sont complètement différents des systèmes organiques comme le lithium. Et puis on travaille aussi également sur les procédés, donc faire des procédés de fabrication d'électrodes, d'électrolytes un peu plus verts avec une empreinte environnementale plus faible, éviter l'utilisation de solvants toxiques et ce type de composés CMR. Et notre grosse activité, c'est tout ce qui va concerner la prédiction du vieillissement de la batterie. C'est-à-dire être capable, par des mesures dans des cellules de batterie, pendant que la batterie fonctionne, d'aller identifier les mécanismes de dégradation de ces batteries et avec des algorithmes, de l'intelligence artificielle, de remonter à des durées de vie. Donc tout ça, c'est pour alimenter après le passeport batterie. Donc vous voyez, c'est à différents niveaux, au niveau chimie, vraiment le matériau, au niveau un peu système, au niveau procédé. Et bien évidemment, tout ça, c'est pour essayer d'utiliser de moins en moins de matériaux critiques dans les batteries et de faire des matériaux avec des procédés de plus en plus éco-friendly, enfin avec une empreinte environnementale beaucoup plus faible et ainsi des procédés également de fabrication beaucoup plus verts. Merci. Alors maintenant, on peut parler un peu de la chaîne de valeur parce que c'est vrai que c'est souvent les gigafactories dont on parle beaucoup, notamment dans les médias, mais finalement, pour alimenter des gigafactories, il y a besoin il y a toute une chaîne de valeur qui se construit à l'amont. Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler justement des principaux projets qui sont en cours de décision ou en étude sur la partie extraction, raffinage et éventuellement d'autres ? Bien sûr, oui. Bonjour à tous, bon après-midi. Juste deux mots quand même sur l'OFREMI, d'abord pour préciser un peu le rôle de l'Observatoire. Donc nous sommes un partenariat public-privé, on travaille beaucoup avec les différentes instances, dont la DGE, pour informer, apporter de l'information aux acteurs publics et privés sur la complexité des chaînes de valeur et identifier où sont les risques. Donc nous, on part d'une technologie, on part d'un service et on redescend jusqu'aux matières. Évidemment, ça se diversifie et on essaye ensuite de travailler avec les différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés, pour identifier ensemble les risques et pouvoir orienter potentiellement des décisions justement pour renforcer la résilience de nos différentes chaînes de valeur. Nous, on ne parle jamais de sécuriser les approvisionnements, on parle toujours de sécuriser les chaînes d'approvisionnement.
on ne produira jamais tout chez nous. Par contre, il faut qu'on s'assure que les usines que l'on construit, à quelque endroit qu'elles soient de la chaîne de valeur, elles puissent être alimentées et qu'on sache aussi finalement où va aller la matière. Et donc dans ce cadre-là, depuis plus d'1 an, avec la DGE, mais pas uniquement, notamment avec la plateforme française automobile, avec le secrétaire général à la planification écologique, on a étudié tout cet écosystème des batteries. Donc comme cela a été dit, pour alimenter des gigafactories, puisque nous on repart toujours de la fin, pour alimenter des gigafactories, il faut des matériaux actifs de cathode, il faut aussi du graphite, et c'est aussi un enjeu. Et pour faire ces matériaux actifs de cathode, il faut différentes matières. Et aujourd'hui, la technologie qui a été mise en avant par les projets français, dans la majorité, pas à 100%, c'est les nickel, manganèse, cobalt, en technologie lithium-ion. Et donc vous voyez que les matières dont il faut assurer l'approvisionnement et la transformation sous les bonnes formes physico-chimiques pour arriver aux batteries sont le lithium, le nickel, le manganèse et le cobalt. Alors, je ne vais pas avoir le temps de décrire tout là-dessus, mais pour repartir, et notamment de la base de l'extraction, aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler qu'il y a un projet d'extraction de lithium des roches dures en France. C'est un projet porté par Imerys qui est susceptible de produire plus de 5000 tonnes par an de lithium métal, donc 35 000 tonnes d'hydroxyde de lithium monohydraté. Et ça, c'est un des composants clés. Et le lithium est le composant sur lequel l'Europe n'aura aucun souci pour avoir une autonomie de production. En France, on a le projet Imerys. Le débat public s'est terminé dans l'été. Il y a eu la restitution la semaine dernière. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Mais on a aussi en France aujourd'hui des projets de production de lithium de sources géothermales, notamment en Alsace. Un projet porté par Eramet, avec Électricité de Strasbourg, et un projet porté par Lithium de France. Si on regroupe ces 3 projets aujourd'hui, à maturité par rapport à ce qui est annoncé, ça peut quasiment être l'équivalent d'un besoin de parc de véhicules électriques français, tout électrique, c'est-à-dire 1,7, 1,8 million de véhicules électriques à l'horizon 2035. Donc sur le lithium, on a pas mal de projets. Le lithium, une fois qu'il est extrait, il faut le transformer. Donc on a aussi en France les projets de transformation de ce lithium sous la bonne forme pour faire les batteries, à la fois côté Imerys et puis des projets avec les autres partenaires associés à d'autres projets qui sont en France. On pourrait parler de Viridian notamment. Donc sur le lithium, on est assez bien doté. Maintenant, quand on passe vraiment du côté nickel, manganèse, cobalt, évidemment, ça se complique. Donc le nickel, on pourrait bénéficier du nickel calédonien. La Nouvelle-Calédonie est loin, le marché est compliqué, la situation géopolitique de la Nouvelle-Calédonie est très compliquée. Je pourrais me retourner vers Sophie, mais on pourrait y passer l'après-midi, c'est un sujet qui nous passionne aussi. Mais le nickel aujourd'hui, il est dominé par l'Indonésie dans un premier temps et transformé par la Chine. Mais juste pour vous montrer la montée en puissance de l'Indonésie, 6% du marché en 2015, 61% du marché annoncé cette année. Une volonté de ne plus être pas seulement un pays minier, mais un produit de producteur de nickel grade batterie. Et quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire en 9 ans, on peut s'imaginer qu'ils arriveront à le faire aussi ailleurs. L'Europe, nous, on dépend énormément de la Russie. Ça ne simplifie pas les choses. On ne le sait pas forcément parce que c'est du nickel qui est estampillé Finlande, souvent quand il arrive chez nous, parce qu'il est raffiné en Finlande. Donc on reste sur une chaîne de valeur compliquée. Et le cobalt, lui, c'est un monde un peu spécifique parce que le cobalt, il n'est pas extrait des mines pour lui-même. C'est un coproduit d'une autre activité minière, le cuivre ou le nickel. Et tous les minerais de cuivre ou de nickel ne sont pas aussi intéressants les uns que les autres en termes de cobalt. Donc aujourd'hui, vous savez probablement que la majorité du cobalt provient de la République démocratique du Congo, avec toutes les complications qu'il peut y avoir derrière en termes d'infrastructures, de réseau énergie, réseau eau, pour opérer ce type d'extraction, plus des mines artisanales, pour quasiment 20% de la production, sachant que quasiment tout ce cobalt est ensuite transformé en Chine avant de nous revenir. Donc une petite production européenne aujourd'hui, mais pas suffisante. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'au niveau européen, on va avoir du mal à se positionner évidemment sur l'extraction à un niveau suffisant de ces matières, même s'il y a des mines de nickel en Finlande. Par contre, on est en train de s'équiper des usines qui permettent de faire les matériaux précurseurs de cathode et les matériaux de cathode. Donc on a le projet Orano XTC que tu as mentionné. Puis il y avait des projets portés par Axens
aussi, qui pourraient venir compléter. On n'est pas à la capacité équivalente de l'ensemble des gigafactories, mais ce qu'il faut savoir aussi que les gigafactories ont aussi leur modèle d'affaires, ont leur partenariat propre, qui font qu'on n'a pas forcément besoin de tout alimenter chez nous. Donc on est dans des chaînes de valeur compliquées, des parties de chaîne qu'on peut avoir chez nous, mais ces usines vont nécessiter des alimentations en matières premières, donc il faut qu'on ait les accords commerciaux et diplomatiques pour pouvoir être approvisionnés. Il y a énormément de travail en ce moment sur justement ces accords d'approvisionnement. On parle de contrats long terme ou off-take. L'État a mis en place différents outils pour pouvoir aider les entreprises à stabiliser ce type de contrat. Voilà, tout se met en place, mais ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'on a vraiment abordé la chaîne de valeur dans sa globalité et traité chez nous et ou en Europe ce qui faisait sens d'être traité chez nous ou en Europe. Voilà. Merci également d'avoir rappelé effectivement la dimension géopolitique du sujet qui est absolument fondamentale. Alors vous avez mentionné plusieurs industriels qui ont des projets, dont Eramet. Alors ça tombe bien parce qu'on a Sophie qui est avec nous. Alors Sophie, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des principaux projets en cours chez Eramet et notamment ceux sur lesquels vous intervenez directement, plus sur la partie aval, le recyclage? Oui, alors bonjour à tous. Merci David pour cette invitation. Rapidement, je vais représenter Eramet pour ceux qui ne connaîtraient pas cette magnifique entreprise. Donc, on est une société française, minière et métallurgique. L'objectif, c'est d'extraire et de transformer les métaux et avec une vraie mission qui est de le faire de façon responsable et durable. J'illustrerai ce propos à travers nos échanges ultérieurement. Historiquement, les métaux du groupe Eramet, c'est le nickel et le cobalt, le manganèse. Plus récemment, c'est le lithium. Alors ça tombe bien, du coup, quand on parle de batterie, on était plutôt bien positionné avec nos métaux historiques. Nickel et manganèse plutôt pour des marchés de la construction, pour l'acier, sur nos assets historiques. Et on a un axe de développement depuis 2017 qui est de transformer ces métaux pour les produire pour la chaîne de valeur batterie. Et donc à l'intérieur de cet axe de développement, on a le projet lithium en Argentine, donc d'extraction du lithium à partir d'une des ressources principales que sont les saumures des salars. Projet qui est en train d'être démarré en Argentine avec des objectifs de production de 25 000 tonnes de carbonate de lithium, qualité batterie, raffiné sur site à la qualité batterie et avec des phases d'expansion jusqu'à 100 000 tonnes de carbonate de lithium qui sont déjà planifiées. On a en France donc le projet de recyclage des batteries de voitures électriques que l'on développe avec notre partenaire Suez depuis plusieurs années déjà. Et on a également le projet Lithium Alsace, AGELI, qu'on appelle AGELI, qui est donc l'extraction du lithium à partir des ressources géothermales en Alsace, avec notre partenaire Électricité de Strasbourg. Donc je reviens sur le projet qui nous intéresse, les batteries, le recyclage des batteries. Donc le projet de recyclage, il a deux composantes. Dans le projet Relive, qui est le projet d'Eramet, mais également dans tous les autres projets, une composante amont et une composante aval. Donc on va clarifier cette terminologie pour ceux qui connaissent moins bien cette chaîne de valeur. La partie amont, ça consiste à traiter les batteries, à les broyer et à séparer les différents constituants jusqu'à récupérer la poudre des électrodes qui contiennent les métaux stratégiques des batteries, donc le nickel, le cobalt, le lithium. Donc cette poudre, c'est la black mass. Et il y a une partie aval qui est la partie du raffinage de la black mass en voie hydrométallurgique, qui est la seule voie possible pour obtenir des sels de qualité batterie, donc, que sont le sulfate de nickel, le sulfate de cobalt pour la production des précam, et que sont l'hydroxyde ou le carbonate de lithium pour la production des CAM, donc des matériaux de cathode. Donc ça, c'est la partie aval. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui existe en Europe, c'est beaucoup d'amont, donc beaucoup d'unités de plutôt moyenne taille, moyenne capacité, qui vont faire le pré-traitement de ces batteries, le broyage et la séparation. C'est des unités qui... Il y a
peu de barrières technologiques à l'entrée, des investissements qui sont facilement soutenables. Donc il en existe déjà, il en existera plein d'autres, et tant mieux. Par contre, le grand vide, c'est le raffinage de la black mass en voie hydrométallurgique. Et quand on veut récupérer le nickel et le cobalt, il faut cette étape de raffinage en voie chimique. Donc il faut ces usines sur notre sol européen et sur notre sol français. Donc le projet Relive, il a pour objectif de construire ces 2 usines, l'amont et l'aval, à Dunkerque, à des horizons de temps. Donc pour la partie amont, ce serait plutôt donc avec une construction qui démarrait très prochainement et donc une production une année plus tard, et avec la partie aval qui arriverait un petit peu en retrait de cette première phase amont, qui viendrait compléter du coup le paysage pour pouvoir produire ces sels de nickel et de cobalt ainsi que de lithium à Dunkerque dès que l'offre sera suffisante. Très clair, merci. Voilà, on a, je pense, bien brossé un peu le panorama, présenté les sujets des intervenants. Maintenant, moi, je voudrais qu'on... Alors, on est à BIG, hein, donc à BIG, on parle d'innovation. Donc, on va parler un peu de technologie, hein, si vous le voulez bien, parce que c'est vrai que sur les batteries, il y a quand même beaucoup de technologies dont on entend parler. On parle de batterie lithium-ion, batterie solide, batterie au sodium. Alors, peut-être une première question pour Valérie, justement... sur ces projets emblématiques de Gigafactory, est-ce qu'on peut un peu décrire les principales technologies qui vont être produites dans ces usines ? Oui, donc peut-être pour vous brosser un petit peu la base installée de capacité de production qu'on a en Gigafactory. L'année 2025, ce sera vraiment une année charnière parce qu'en fait, c'est l'année de début de production commerciale pour 3 des usines, ACC, Envision et Vercor. Donc ces 3 usines qui, à date, sont positionnées sur la production de batteries pour véhicules électriques de chimie lithium-ion NMC. NMC, donc, comme les intervenants précédents ont expliqué, c'est la composition de l'électrode positive de la cathode. Donc avec une échéance de production commerciale pour les 3 usines, donc un petit peu en décalé, ACC d'abord, puis Envision, puis Vercor, mais en 2025, toutes les 3. Ensuite, on a 2 projets qui sont plutôt positionnés sur des technologies de batteries solides, qui sont à échéance un petit peu plus lointaine, que sont Prologium et Blue Solutions. Donc Prologium avec des débuts de production annoncés pour 2028 à Dunkerque, et Blue Solutions qui a annoncé en mai l'année dernière un projet en grand test avec un objectif d'atteindre 25 gigawattheures en 2032. Et puis après, on a d'autres chimies. Donc, Patrice a commencé à en parler un petit peu, mais Tiamat sur le sodium-ion, qui lui a annoncé une usine à Amiens, avec des capacités de l'ordre de 5 gigawattheures à horizon 2030. Et on a eu une annonce aussi l'année dernière d'une entreprise estonienne qui s'appelle Skeleton, qui est plutôt sur des super batteries, donc des batteries de puissance. Donc on a une base installée qui, par rapport au thème de notre conférence aujourd'hui, qui est plutôt sur les nouvelles chimies, et en tout cas en particulier la chimie LFP, qui est très axée sur le NMC. À ce jour, on n'a pas de projet concret de production de LFP en France. Pour autant, on a des dispositifs de soutien qui seraient susceptibles de soutenir cette production le moment venu, et je pense qu'on en reviendra un petit peu après sur notamment un dispositif de crédit d'impôt. Mais voilà en un mot, David. Merci. Et alors le sodium, je pense que c'est un peu le dada de Patrice, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais en tout cas, il connaît bien le sujet. Patrice, voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler des enjeux spécifiques à la technologie sodium ? Je pense que là, pour le coup, on a une vraie pépite et une vraie valeur ajoutée côté français. Oui, alors le sodium, il est intéressant, enfin le sodium-ion, la technologie sodium-ion, elle est intéressante à 2 niveaux. Bon, la première, on a parlé, Stéphane et Valérie vous ont parlé de NMC, de LFP, qui sont les électrodes positives de chimie lithium-ion. Donc le NMC, c'est grande densité d'énergie, mais des contrôles en particulier de la thermique dans ces batteries. Le LFP, le LiFePO4, c'est une batterie qui a moins de densité d'énergie, mais qui offre plus d'avantages en termes de coûts, etc. Et le sodium, c'est une chimie différente, c'est du sodium-ion. Alors, ça, c'est le premier volet, c'est-à-dire qu'on va s'affranchir du matériau lithium et donc de tout ce qui est criticité de ce matériau. Et puis le sodium, c'est évidemment quelque chose qui est éminemment disponible. Et le deuxième point, c'est pourquoi cette chimie est intéressante, c'est un exemple vraiment marquant de ce qu'on peut faire au niveau
académique et transfert industriel, puisque cette chimie sodium-ion, on a commencé à y travailler dessus dans le cadre du réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie, qui rassemble une vingtaine de laboratoires et des industriels. Et ça a été, on a synthétisé au niveau labo quelques grammes de matériaux, une électrode positive, du NVPF, ça s'appelle, c'est du sodium, vanadium, phosphate. Et ce matériau, il avait des performances vraiment très intéressantes en termes de recharge rapide. Et bref, ce matériau il a été transféré à l'échelle pré-industrielle et puis à l'échelle industrielle. Une start-up est née sur la base de brevets. Et cette start-up, elle s'appelle Tiamat, donc qui fabrique aujourd'hui des batteries sodium-ion et qui a fait la première commercialisation au monde de la technologie sodium-ion l'année dernière. Alors, c'est des petits visseuses électriques, c'est juste le symbole, mais c'est pour vous dire qu'on est arrivé jusqu'au produit. Et la spécificité de cette chimie, c'est une chimie en plus de son faible impact, enfin, la forte disponibilité du sodium, c'est une chimie de puissance. C'est-à-dire qu'on va pouvoir recharger ce type de batterie en quelques minutes, à 100%. Pas 20 minutes de recharge à 80% d'état de charge. Non, non, c'est 100% de recharge en une dizaine de minutes. Alors le sodium-ion, ou le sodium, a une spécificité, c'est qu'il travaille à un potentiel inférieur à celui du lithium, ce qui fait qu'on a beaucoup moins d'énergie, on a moins d'énergie qu'avec les chimies NMC lithium. Mais par contre, on va pouvoir éventuellement concurrencer les niveaux de densité d'énergie du LFP. Alors pour ça, il faut encore travailler sur les cathodes et les anodes de sodium-ion. Mais voilà, le sodium, c'est une technologie, une alternative au lithium qui se développe fortement. On a été un des premiers à travailler là-dessus. Aujourd'hui, toutes les grandes gigafactories ont le sodium-ion sur leur roadmap de développement. Et c'est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance et d'où l'intérêt de continuer nos efforts là-dessus. Mais ça montre vraiment, c'est un exemple qui montre qu'on peut vraiment travailler, moi je l'ai vu, quelques grammes au niveau du laboratoire qui après va donner l'année prochaine la création d'une gigafactory. Voilà. Le carbone, c'est pas du graphite. Pardon ? Et le carbone, c'est pas du graphite. Alors, l'électrode négative, c'est du hard carbone, qui s'appelle un carbone non graphitisable. C'est un carbone amorphe, sans structure cristallographique définie. C'est plus simple, tout à fait. Alors, une grande variété de chimie. On pourrait ajouter aussi une grande variété de géométrie, parce qu'on a des cellules de forme cylindrique, de forme pouch, de forme prismatique. Finalement, pour les recycleurs, Sophie, comment ça va être gérable, toute cette diversité de chimie, de dimensions? Comment vous allez vous organiser? Alors, il y a 2 points. Il y a la diversité des géométries que vous soulignez. Ça, je pense qu'au niveau du pré-traitement, il y a des solutions. Tant qu'on reste dans la même chimie, je ne parle pas des batteries tout solides ou ce genre d'innovation, mais en gros, pour être clair, broyer du LFP, broyer du NMC, on récupère une black mass, quelle que soit sa chimie, et c'est tout à fait faisable. Nous, on a broyé tout un tas de batteries de formes très, très variées. Tout est faisable. C'est une question de réglage et après d'opération. En revanche, quand on parle de la chimie, du raffinage, donc de l'aval dans le recyclage, cette fois-ci, ça ne va pas être la même usine qui va traiter du NMC, de la black mass NMC et de la black mass LFP. Et donc là, on commence à toucher du doigt un peu la complexité du sujet. Donc dans le cadre du projet Relive, on a bien regardé ce sujet de chimie LFP, par exemple. On sait qu'on peut en prendre en dilution. On a mis au point des petites astuces du point de vue de la chimie pour traiter ces impuretés et pour pouvoir les gérer. Voilà, donc c'est une dilution. Ça peut être au niveau d'une production de scrap de une tranche de gigafactory et ça s'arrête là. Après, il faut passer à une ligne complètement dédiée LFP parce que il faut mettre la chimie dédiée en face pour le recyclage de ce lithium. Alors, merci. Donc, LFP, le mot est prononcé, d'ailleurs a déjà été prononcé. Je crois que, et pour les personnes qui s'intéressent à l'industrie des batteries, on ne peut pas parler de technologie de batterie aujourd'hui sans quand même s'interroger et se poser des questions sur les chimies LFP qui, dans différentes projections, sont potentiellement annoncées comme majoritaires d'ici à 2 à 3 ans. On connaît leurs avantages en termes de prix de revient, de sécurité. Donc moi, je voudrais qu'on se pose quand même un peu la question autour de la chimie LFP. Peut-être en commençant côté recherche, Patrice,
on a l'impression qu'il y a une forme de maturité aujourd'hui sur les chimies LFP. Est-ce que, de votre point de vue, il y a encore quand même un terrain d'exploration, encore des progrès côté recherche, ou est-ce qu'il faut parler de variantes, de LMFP? Enfin voilà, d'un point de vue R&D, quel est le terrain de jeu encore disponible selon vous? Alors, je dirais que sur le LFP en lui-même, le matériau LFP, la chimie, elle est bien maîtrisée. Tout ce qui est un peu le fondamental, on a atteint les capacités théoriques. Par contre, au niveau synthèse, par exemple du LFP, il y a toujours évidemment beaucoup de travail à faire des synthèses moins chères, faire des synthèses avec des tailles de particules bien contrôlées, mieux contrôlées, plus économiques. Et puis, vous l'avez mentionné, il y a le LMFP, qui est un phosphate de fer manganèse. En fait, on remplace un peu de fer. LFP, c'est LiFePO4. Le matériau actif, c'est le fer. Et on remplace un peu de fer par du manganèse. Donc, on a accès à une densité d'énergie plus élevée parce qu'on arrive à toucher un plateau à 4 volts au lieu de 3,5 volts pour le LFP pur. Mais là, on commence à toucher du doigt aussi un autre problème, c'est que ce LMFP, il contient du manganèse, donc il est intéressant parce qu'il permet d'augmenter la densité d'énergie d'électrodes LFP quand on les mélange. Mais le manganèse, lui, pour différentes raisons, il devient soluble de temps en temps, il passe en solution, surtout au potentiel. Donc, s'il y a plus de travaux, je dirais, à faire sur la chimie du LMFP, que sur le LFP. Et en plus de tout ça, il y a beaucoup de travaux à faire sur les formulations d'électrodes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les blends, les mélanges de LFP et de LMFP. Le but étant de rajouter du LMFP à du LFP pour augmenter la densité d'énergie. Et le but étant d'en mettre le maximum possible, mais pour ça, il faut maîtriser les process, les formulations, les procédés. Alors on parle beaucoup de procédés sans solvant, etc., etc. Tout ça, ça va générer beaucoup de travaux qui ne sont pas forcément de la chimie du solide ou de l'électrochimie, mais plutôt des travaux de process et de développement de la technologie qui sont aussi éminemment importants. Je voudrais rebondir sur ce que dit Patrice. C'est très intéressant parce que cette recherche sur le LFP pour en faire un matériau intrinsèquement aux performances, c'est fondamental parce que si on ne le fait pas, ce qui se passe, c'est qu'on va faire des packs de voitures. La problématique, c'est la densité d'énergie. Donc, si on veut en mettre assez dans un pack de voitures, de ces batteries LFP, qu'est-ce qu'on fait? Des choses très très peu éco-conçu. On va faire du cell to pack, c'est-à-dire on passe plus par la case on range les cellules dans des modules pour mettre les modules dans des packs, ce qui rend les véhicules réparables, ce qui rend les véhicules recyclables. Donc qu'est-ce qui est fait principalement en Chine? C'est du cell to pack, donc les cellules de LFP, elles sont collées pour en mettre le plus possible dans les packs. Et là, quand on parlait tout à l'heure des problématiques de géométrie de cellules, oui, tout se broie, mais là, c'est plus la cellule ou le module qu'on broie, c'est un pack entier, et avec des résines et des colles et des choses, donc en plus aucune réparabilité au milieu de la vie du véhicule. Donc c'est un vrai enjeu. Nous, on a des positions chez Eramet par rapport à ces sujets, à ces packs LFP, cell to pack. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des éco-taxes beaucoup plus fortes sur ce genre d'objets, parce que du coup, ils sont pas chers, oui, mais le prix du recyclage, il n'est pas encore dedans, quoi. Donc je salue les travaux de nos chercheurs pour faire des technologies type LFP, LFMP, qui sont des technologies d'avenir, et pour les rendre aussi responsables, pour ne pas passer par ces cases de packs qui ne sont pas éco-conçus. Merci. Alors effectivement, ça c'est pour la partie aval. On imagine aussi aisément par rapport à ce que nous a décrit Stéphane précédemment sur la supply chain, la chaîne de valeur à l'amont, que de basculer d'un mix plutôt NMC à un mix plutôt LFP, c'est pas neutre et ça a des conséquences toute la chaîne de valeur. Donc voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner les enjeux sur la chaîne de valeur au niveau européen, et peut-être pour mettre les pieds dans le plat, on sait que la Chine a beaucoup d'avance sur le LFP, elle a une chaîne de valeur qui est extrêmement opérationnelle. De votre point de vue, quels sont les enjeux au niveau européen, et est-ce que ça fait sens d'essayer d'être compétitif sur la chaîne de valeur d'une chimie LFP? Je pense que globalement, essayer d'être compétitif avec la Chine sur quoi que ce soit, c'est difficile. Et ensuite, on est toujours dans du billard à 3 bandes, en fait. Et
les problèmes ne sont pas juste on a une chimie, on passe à une autre chimie. Aujourd'hui, une gigafactory qui fait du NMC, les machines qui sont dedans sont compatibles pour faire du LFP. Donc là, on peut faire une évolution. Il faut changer des réglages, il faut changer c'est pas du jour au lendemain, mais on n'a pas à tout changer. Mais aujourd'hui, ce que l'économie mondiale n'aime pas, c'est l'insécurité. Et aujourd'hui, on est dans cette insécurité provoquée de façon volontaire par la Chine. Je pousse le NMC, puis maintenant je pousse le LFP, demain je vais pousser autre chose, puis je vais revenir en arrière. Ce qui fait qu'on se retrouve avec du nickel qui varie, qui en 2 mois est multiplié par 10, puis la semaine d'après redivisé par 5, et ainsi de suite. Et ce qui fait que, et ça c'est un jeu double finalement Indonésie-Chine, pour à la fois dans un premier temps prendre la maîtrise des cours et détruire les marchés parallèles ou les marchés de production de nickel plus responsables. On le voit aujourd'hui, toutes les productions australiennes de nickel ne sont pas tout à fait à l'arrêt, mais presque. Et ce qui fait que non seulement la Chine, en amenant le LFP, elle amène une technologie moins chère et plus abordable finalement pour faire certains véhicules avec les conséquences qui ont été décrites juste avant, mais elle met aussi en péril une autre métallurgie, donc c'est celle du nickel, sachant qu'en même temps, elle continue d'investir sur le nickel. Ça veut dire qu'elle a... Alors le nickel, ça a été aussi dit par Sophie, c'est beaucoup les matériaux de construction. La Chine en avait énormément besoin. En ce moment, il y a un petit creux. Mais voilà, c'est des matériaux aussi qui ont des doubles usages dans d'autres applications, qui demandent aussi d'énormes quantités. Donc, on ne fait que répondre en fait, à des coûts qui ont déjà été joués ailleurs. Donc on est là pour parler d'innovation. Moi, je pense qu'il y a un moment où il faut qu'on assume nos innovations et qu'on ne soit pas juste à suivre ce qui se fait par la Chine, parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Et elle va toujours piloter et arbitrer finalement la bataille. Que ce soit, parce que de toute façon, ce qu'il faut se dire aujourd'hui, c'est que toutes les machines qui sont dans les gigafactories qu'on a ici, elles ne sont pas faites en Europe. Les ingénieurs qui viennent former les équipes qui sont dans, ils n'ont pas été formés en Europe. Moi, j'ai eu la chance de visiter Northvolt il y a quelques années. J'étais à Séoul. C'est des fonds européens, c'est une usine européenne, ça a été un fer de lance européen. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas vraiment européen. Et tous les panneaux des machines étaient tous écrits. Alors, moi, je ne sais pas vous dire si c'était du chinois ou du coréen, mais ils étaient écrits en langage asiatique. Donc, on a toujours des coups de retard. Donc, il faut miser, il faut faire des paris sur certains secteurs. Il faut les assumer. Ça peut être des batteries pour le stationnaire, ça peut être des batteries pour un certain type de mobilité. Et puis, on sait que sur certaines mobilités, on sera toujours dépendant ou on sera plus cher, et il faut l'assumer. Donc, il n'y a aucune réponse simple. Le LFP aujourd'hui, on voit qu'il prend le pas, mais ce scénario n'était pas écrit il y a 2 ans, donc je ne peux pas vous dire quel sera le scénario dans 2 ans. Ce que je peux vous dire, c'est que, en toute honnêteté, nous, on annonce depuis 3 ans que le LFP va prendre le pas. Donc là, il l'a pris. On va essayer de voir quel sera le coup d'après, mais le stationnaire, on entend parler du vanadium redox aussi, que nos amis australiens mettent en avant, mais que pour le stationnaire. Voilà, il peut y avoir plein d'applications différentes. Et l'innovation, elle doit aussi être... Enfin, cette diversité des chimies, aussi, elle va à l'encontre d'une certaine économie circulaire, avec notamment le recyclage, qui fait qu'il faut plein d'usines. On construit une usine de recyclage pour une technologie, mais d'ici là, il y aura une autre technologie. Donc l'usine de recyclage, elle a été anticipée. Est-ce qu'elle va être utile ou pas? Alors, sur les batteries, on a de la chance, enfin, si on peut dire, c'est que les gigafactories qui démarrent font tellement de déchets qu'on a déjà besoin d'une usine de recyclage. Et finalement, en général, nous, enfin, dans nos analyses de ces technologies en croissance, on dit le recyclage, il vient 10-15 ans après, parce que les produits, c'est à la fin de leur durée de vie. Le cas des batteries, c'est un peu particulier. Si on veut des gigafactories et si on veut qu'elles soient efficaces, il faut qu'on ait une usine de recyclage en même temps. D'où l'importance des sujets qui sont dans la même temporalité. Et ça, aujourd'hui, sur ce sujet-là, c'est vraiment capital. Ce qu'il va falloir s'assurer, ensuite, quand on sera sur les batteries en fin de vie, c'est qu'on les garde chez nous. Et ça, aujourd'hui, c'est des histoires de potentiel de réglementation. On est dans un marché libre. C'est pas classifié déchets tout le temps. Donc voilà, il faudra aussi qu'on ait de quoi alimenter ces usines. Alors merci beaucoup d'avoir ce discours de vérité, mais je pense qu'il est important à avoir et d'avoir finalement
embrayer sur la troisième partie de l'atelier qui est vraiment les mesures qu'on peut mettre en place au niveau européen. Je pense que le constat il est en partie partagé. Tout le monde suit ce qui se passe côté Northvolt, avec les difficultés de production, l'arrêt de projets d'extension, aussi le fait de ne plus forcément intégrer verticalement, mais de se focaliser sur certains périmètres de production. Donc voilà, il y a des vrais enjeux pour l'Europe. Le Mario Draghi ébauche certaines pistes, mais ne donne pas forcément les modalités ou les recettes. En tout cas, il a le mérite d'alerter. Donc, pour faire suite à ce qu'a dit Stéphane, qui est extrêmement intéressant, côté État, Valérie, finalement, est-ce qu'on peut parler peut-être des dispositifs de soutien complémentaires qui sont à l'étude ou qui sont en cours de mise en place ? Oui, et peut-être avant de revenir sur les dispositifs de soutien, peut-être prendre un pas en arrière et essayer de se rappeler pour quelles raisons des soutiens aussi massifs ont été mis en soutien à la filière batterie au départ. Le mondial de l'auto est la semaine prochaine et peut-être juste, c'est des enjeux industriels qui sont majeurs. Le moteur dans un véhicule thermique, c'est de l'ordre de peut-être 20% de la valeur totale du véhicule, dépendamment du véhicule. La batterie, en fonction de la chimie, en fonction de la taille du véhicule, c'est de l'ordre de 35 à 40% de la valeur du véhicule. Donc si on décide qu'on passe vers l'électromobilité et qu'on se prive d'avoir cette activité de production de batterie en Europe, en fait, on a une perte de valeur ajoutée et une perte d'emploi qui est absolument qui est terrifiante en fait sur le territoire. Donc quelque part, on n'a pas le choix si on veut faire du contenu local. Ceci étant dit, donc le soutien il a été massif par le passé. Je parlais des gigafactories tout à l'heure, et c'est des gigafactories qui ont été énormément soutenues via le plan d'investissement qui est en vigueur, qui s'appelle France 2030. Il y a un nouveau dispositif de soutien là, qui est entré en vigueur début 2024, qui s'appelle le C3IV. Donc, si on développe l'acronyme, c'est Crédit d'impôt investissement industrie verte. Et en fait, ce crédit d'impôt, il décline une mesure de la Commission européenne qui est assez inédite parce que d'habitude, la Commission européenne, elle est très réticente à soutenir des projets d'industrialisation. Elle est plutôt en soutien à des projets d'innovation. Les moyens en aide d'État de soutenir dans l'industrialisation sont finalement assez limités. Donc, elle a décidé d'adopter ce cadre en réaction à la fois à la crise en Ukraine et en réaction aussi aux mesures américaines de l'Inflation Reduction Act. La volonté politique, c'était d'avoir quelque chose au niveau européen qui réponde aux actions très disruptives qui étaient menées par l'administration Biden. Donc, elle a adopté ce qu'on appelle TCTF, donc un cadre temporaire de crise et de transition qui est très axé sur les énergies, les technologies de la transition énergétique. Donc on a ce C3IV qui est en vigueur. Le C3IV, il dure aussi longtemps que le cadre européen nous permet de le maintenir, c'est-à-dire qu'il est en vigueur jusqu'à fin 2025. Donc une des positions de la France assez basique, c'est de plaider pour que ce cadre puisse être étendu, considérant que la situation qui avait présidé à son adoption, en fait, elle est encore là, et même plus que d'être encore là, elle est pire. Donc la France pousse assez fortement pour que ce TCTF puisse être prolongé et que le C3IV puisse perdurer, éventuellement refondu, mais qui puisse perdurer d'une manière ou d'une autre. Et sinon, par rapport à la situation actuelle, de manière plus générale, en fait, on discutait avec la BEI il y a quelques jours, et la BEI, qui est très exposée sur un certain nombre de projets européens de Gigafactory, elle disait « Keep calm and carry on supporting the EV industry ». Donc, le message côté État, ce serait plutôt d'avoir peut-être un pas de recul par rapport aux tendances de marché qui peuvent être extrêmement violentes dans un sens ou dans un autre. Notre vision, c'est que de toute façon, le NMC conservera une part du marché, ne serait-ce que pour certains segments de véhicules premium à moyenne gamme. Et donc de tout faire pour soutenir la compétitivité des usines qui ont été annoncées et qui sont en train de monter en charge. Et sur ça, on parle de différents dispositifs de soutien, mais on peut envisager des dispositifs de soutien au prix de l'électricité. On peut envisager des dispositifs de soutien aux OPEX. Maroš Šefčovič avait annoncé 3 milliards d'euros en faveur des batteries, et il semblerait que ce soit opérationnalisé via l'ETS Innovation Fund, qui pourrait éventuellement proposer un soutien en OPEX aux gigafactories en Europe. Donc c'est des propositions qu'on regarde de très près. Et sinon, pour aller dans le sens de ce que dit Patrice, en fait, l'enjeu, c'est, en faisant ça, simultanément, essayer de garder un temps d'avance et rester dans la course sur les prochaines technologies de batterie. Et quand on parle de prochaines technologies de batterie, Patrice l'a exposé en détail, mais on parle à la fois d'électrochimie, sodium-ion et autres technologies alternatives. On parle d'éco-conception des cellules, de process de production
moins impactant pour l'environnement, puis aussi d'innovation au niveau du système batterie et du pack batterie. Donc voilà, un programme de travail assez chargé, mais... Beaucoup d'actions en cours, effectivement. Est-ce qu'on peut juste dire un mot en 1 minute? Alors ça, c'est la partie soutien financier. Sur la partie réglementation, en cours de discussion, en cours de mise en place au niveau européen, empreinte carbone. Oui. Donc c'est un sujet qui est assez sensible. Il y a eu pas mal d'articles dans la presse ces dernières semaines sur le sujet des exigences d'empreinte carbone du règlement européen. Mais on espère véritablement que ça pourrait être un levier complémentaire à toutes les mesures subventionnelles qui visent à soutenir l'industrie des batteries en Europe. Le rationnel de cette réglementation sur la partie carbone, c'était assez simple, c'est que donc, un véhicule thermique, le cœur de son impact en termes d'émissions de CO2, il est plutôt sur la phase d'usage. Sur le véhicule électrique, c'est complètement l'inverse, et c'est la production des véhicules qui concentre les impacts, et en particulier à cause de la batterie. Et donc ça ne fait sens environnementalement de passer à l'électromobilité que si on roule avec de l'électricité décarbonée, et que si par ailleurs on a produit les batteries, si possible, dans des géographies où entre autres l'électricité est à faible contenu carbone. Donc la France a une position assez forte de privilégier dans ce cadre-là voilà, le fait d'utiliser en comptabilité carbone le mix national. Merci. Donc oui, il y a un enjeu aussi au travers de la réglementation pour préserver l'industrie européenne. Et, oui. Un petit complément quand même, parce que sur ces enjeux d'impact carbone, les Chinois n'ont pas un coup d'avance, mais ils suivent. Et en Chine, aujourd'hui, il y a une production d'électricité renouvelable. Et ils ont aussi des contrats d'électricité renouvelable. Et donc aujourd'hui, le gouvernement chinois attribue ces contrats d'électricité renouvelable aux usines qui produisent ces technologies-là, même si elles sont alimentées par une usine à charbon qui est à côté. Mais ils ont un contrat d'électricité verte qui, malheureusement, peut leur permettre de contourner les réglementations qu'on met en place. Oui, alors c'est un petit peu technique, mais du coup, le parti pris, ce serait de prescrire l'utilisation du mix national, de sorte à ce que ces logiques de PPA ne puissent pas être utilisées, pas parce qu'on n'aime pas les PPA, mais parce qu'on a une confiance assez limitée dans le fait que, voilà, hors Europe, il y a effectivement un non-double comptage, enfin un comptage juste une fois, et de l'électricité renouvelable qui peut être consommée par les industriels sur la chaîne de valeur batterie. Effectivement, il y a un enjeu vraiment stratégique. D'ailleurs, je pense qu'il a été aussi rappelé par Yann Vincent, le CEO d'ACC, dans une de ses tribunes récentes, je crois, c'est aux Échos, où il disait attention, l'empreinte carbone, vu que les Chinois aussi décarbonent leur mix finalement global aussi assez rapidement, on aura peut-être besoin d'autres mécanismes. Alors justement, puisqu'on est sur la partie réglementation, Sophie, sur la partie recyclage aussi, est-ce que vous pouvez nous donner un peu les principaux enjeux liés à la réglementation, justement pour préserver ou pour soutenir une filière du recyclage en Europe? Oui, donc on a adopté en 2023 une nouvelle réglementation pour le recyclage des batteries. Pour simplifier les évolutions de cette réglementation, avant 2023, il fallait recycler 50% en masse d'une batterie. Après 2023, on a toujours une exigence d'efficacité de recyclage qui est relevée, donc à 65% en masse de la batterie. Ça veut dire qu'on rentre une batterie, 65, et on pèse les fractions vraiment valorisées. Il faut que ça fasse 65% de la masse entrante de la batterie. C'est ça l'efficacité du recyclage. Mais la grande nouveauté, c'est les taux de récupération des matériaux stratégiques que sont nickel, cobalt, cuivre et lithium, avec des ambitions importantes. On vise 90% de récupération du nickel, du cobalt et du cuivre. On vise 50% pour le lithium, qui sera relevé ultérieurement à 80%. Donc avec une vraie ambition de récupérer ces métaux stratégiques contenus dans les batteries. Et pour boucler la boucle, une obligation à horizon 2031 d'avoir un certain pourcentage pour chacun de ces métaux, nickel, cobalt, lithium, de réincorporation dans les nouvelles batteries. Donc on veut des nouvelles batteries, qu'elles soient importées ou fabriquées en Europe. On veut des batteries qui contiennent des métaux recyclés. Très clair, merci. Alors il est 16h05, on va adresser une dernière question à notre représentant du monde académique pour derrière pouvoir avoir quelques questions publiques. Donc voilà, Patrice, peut-être un petit peu en guise de conclusion.
je pense qu'on a bien saisi les enjeux quand même de concurrence, de compétitivité. On a en face de nous notamment des sociétés comme CATL, je crois que c'est 20 000 ingénieurs techniciens, 2,5 milliards de R&D. Donc peut-être, voilà, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu en termes de structuration de la R&D entre public, privé, un petit peu les actions et les pistes qui vous semblent importantes à mentionner? Oui, moi, je trouve qu'en tant que chercheur, on fait un métier formidable parce qu'on fait de la recherche amont sur un sujet éminemment appliqué que sont les batteries. Donc je crois qu'il y a une action forte à mener. C'est vraiment une collaboration importante entre les académiques et l'industrie sur des sujets de recherche collaborative. C'est-à-dire des sujets de recherche, pas pour le matériau de demain, mais déjà pour les process d'aujourd'hui, pour aider, apporter nos compétences, pas forcément en chimie fondamentale, en chimie, mais nos compétences pratiques dans les procédés, dans le développement, aider et apporter tout ce qu'on peut faire dans les procédés pour les aider à vraiment aujourd'hui arriver à mettre au point, faire évoluer leurs procédés pour permettre un développement plus rapide. Ça, je pense que c'est très important. Parce qu'on est là évidemment pour préparer après-demain et demain, mais on peut aussi être là, il faut qu'on soit là pour les aider à faire les travaux d'aujourd'hui et développer tout ce qu'on peut faire rapidement. Voilà. C'est, je crois, quelque chose qui est vraiment important, qui manque par rapport à, si on se compare un peu au modèle un peu allemand, où il y a une vraie intrication des deux mondes. Je pense que là, on a encore beaucoup à faire et à apprendre. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, moi, à vous écouter, j'ai l'impression qu'on a quand même une bonne conscience des enjeux, qu'on a on a en tout cas beaucoup d'atouts, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a aussi conscience de ce qu'il faudra faire, de ce qu'il faudrait faire au niveau national et européen. Donc, si vous voulez bien, je vous propose, avant les questions, d'applaudir nos intervenants. Alors, pour les questions, s'il vous plaît, des questions assez rapides. On n'a plus beaucoup de temps. Et si vous pouvez juste, avant de poser votre question, dire qui vous êtes, votre nom et votre entreprise ou structure. Merci. Bonjour, Monsieur Drono, Société EPSI à Montluçon. Petite question, est-ce qu'il faut qu'on achète une voiture électrique maintenant ou on attend les nouvelles techno ? Alors, je ne sais pas s'il y a un représentant qui se sent concerné. Il y a aujourd'hui, rapidement, il y a aujourd'hui des produits qui commencent à être extrêmement performants, qui ont des TCO, alors désolé pour l'acronyme, mais des prix de revient finalement kilométriques qui commencent à être compétitifs. Et puis on a aussi des dispositifs d'incitation qui ont vocation à diminuer dans le temps. Donc moi, c'est un peu la première réponse que je pourrais faire, mais je pense que Stéphane a un avis aussi sur la question. Oui, moi, je mettrais la réponse à un autre niveau, qu'on travaille aussi au sein de l'Observatoire. Je ramènerais ça à la notion de mobilité, en fait. Quelle est votre mobilité aujourd'hui ? Voilà. Si vous êtes en urbain, en petite mobilité, si vous roulez moins de 100 km par jour, allez vers une voiture électrique, mais une petite. Voilà. Si vous roulez 700 km par jour, aujourd'hui, c'est peut-être pas la solution parce que vous allez galérer. Et puis, en gros, une voiture électrique, c'est pas fait pour rouler 700 km. Quoi. Voilà. Nous, on nous demande toujours, est-ce qu'il y aura assez de matières premières pour faire tous les véhicules électriques ? Je dis, ça ne veut rien dire, ça dépend de l'autonomie des véhicules électriques. Si tout le monde veut des batteries de 600 km d'autonomie, mais qui roulent que 50 km par jour, on gâche un facteur 10 des matières premières, parce qu'au lieu de faire une batterie, on pourra en faire 10. Donc, moi, c'est là-dessus que je vous réponds aujourd'hui. Voilà, regardez votre mobilité, et est-ce que pour vous aujourd'hui, vous avez les moyens déjà, et deuxièmement, finalement, est-ce que vous pouvez passer au véhicule électrique, sachant que si on peut passer au véhicule électrique parce que notre mobilité elle est adaptée, parce qu'on vit dans un endroit où il y a un relais véhicule, transport en commun, etc., moi je pense qu'il faut le faire. Merci. Juste un truc, les voitures électriques durent beaucoup plus longtemps que ce qu'on pensait. Elles fonctionnent vraiment mieux que ce qu'on pensait. Ça risque de tuer le marché du recyclage. C'est pas bon pour les affaires du recyclage. Ça risque de tuer le recyclage. Mais on avait dit 7 ans de première vie, 7 ans de deuxième vie, allez, 15 ans de durée de vie. Aujourd'hui, les gens qui ont acheté des Zoé avec la batterie en leasing, ils l'ont déjà payé 2 fois, ils sont ruinés. Les batteries, elles ont 15 ans, elles fonctionnent parfaitement bien. Et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'entretien. Donc voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien, même avec les modèles qui ont déjà quelques années. Effectivement, on a des premiers retours d'expérience qui sont très encourageants. On a une deuxième question. Ah, dommage.
Oui, bonjour, Gwenel Carvajan, Relion Factory. Alors, quitte à risquer de démoraliser encore plus Sophie, on n'a pas du tout parlé de la seconde vie et donc du principe d'utiliser des batteries de mobilité pour des usages stationnaires. Est-ce qu'en la matière, ça fait partie, on est quelques startups à partager cette vision que c'est possible et que tant qu'à faire, il faut essayer de le faire plutôt que d'acheter en Chine du neuf alors qu'on a un gisement sur le territoire. Est-ce que ça fait partie des orientations qui sont soutenues, défendues au niveau national? Donc, une question plutôt pour Valérie. Merci. Oui, tout à fait. Enfin, c'est un des axes de la stratégie batterie. Et il y avait un appel à projet BPI qui a été ouvert pendant 2 ans sur l'innovation dans les batteries, que David connaît bien parce qu'il était expert instructeur dans le cadre de ce dispositif. Et il y avait un axe sur le pack batterie et la seconde vie des batteries. Donc on a soutenu un certain nombre de projets sur cette thématique. Après, la problématique, je pense que ce sera à un moment donné, la compétitivité comparée d'une solution seconde vie versus une solution de première vie dans la configuration de chimie à très bas coût qu'on voit arriver sur le marché actuellement. La diversification des chimies, des géométries, complique aussi les choses parce que seconde vie des batteries, c'est pas je prends une ancienne batterie, je la pose à côté de là où elle est. C'est je récupère les cellules, je les teste, je les réassemble entre cellules de la même catégorie. Donc il faut qu'on ait un flux suffisant pour arriver à faire ça. Donc un tri, une collecte spécifique. Il faut pouvoir les récupérer, les cellules. Si elles sont dans la mousse rose. Elles sont dans la mousse rose. Et puis il faut aussi connaître l'état de santé, en fait. Donc ça, c'est après toutes les notions de sensing. Bonjour, Didier Moret, cabinet Tech Venture. Je vous ai entendu beaucoup évoquer des aides à l'industrialisation. Mais ma question qui va faire plaisir peut-être à Patrice, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas davantage d'aide à la science? Parce que certains disent la chimie, c'est de la cuisine plus de la science. Là, j'ai l'impression qu'on a beaucoup travaillé la cuisine. Est-ce qu'il ne faudrait pas travailler un peu plus la science et notamment la modélisation des batteries? J'ai rien vu sur le sujet dans France 2030. Je l'ai vu un tout petit peu dans Horizon Europe. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas carrément un gros effort national sur la science des batteries? Alors, je me permettrai d'être respectueusement léger désaccord avec vous, parce que la science fondamentale dans les batteries, elle y est. La modélisation, les jumeaux numériques, l'utilisation de l'intelligence artificielle, tout ça, ça y est. Donc on a énormément travaillé. Vous savez, il n'y aurait pas eu les matériaux de batterie d'aujourd'hui sans toutes les parties de modélisation. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça l'AI. On n'appelait pas ça juste la dynamique moléculaire, les techniques ab initio. Donc toutes les cathodes qu'on a aujourd'hui, toutes les électrodes qu'on a aujourd'hui, elles sont issues de la recherche scientifique et elles sont issues aussi de la modélisation. Donc cet aspect science, il a été très très fortement développé, il a été très fortement utilisé pour arriver là où on est aujourd'hui. Je vous rappelle quand même que les batteries, c'est lithium-ion, c'est 1991, et depuis 2005, on a augmenté à peu près 60% les performances des batteries lithium-ion. Et c'est pas uniquement que sur des gains technologiques de packing ou de cell to pack ou etc. Mais c'est aussi surtout sur les matériaux et encore une fois sur la science et la science de la modélisation qui nous a permis d'améliorer les performances. Donc ça a été quand même bien pris en compte tout ça. Et peut-être pour compléter, enfin, les chiffres sont publics, mais le budget du PEPR batterie, c'est de l'ordre de 50 millions d'euros. Et cette partie outils et méthodes que décrivait Patrice, dont l'intelligence artificielle, c'est un des 3 axes de ce programme de recherche. Oui, et puis pour enfoncer le clou, après le PEPR, nous aussi, on voit BPI France. Alors, il y a les gros projets industriels et de R&D, mais on voit aussi beaucoup de dossiers qui sont financés en région, sur lesquels nous, on donne un avis technique, justement sur la modélisation, à partir de caractérisation thermodynamique. Donc, on a beaucoup de dispositifs, ce qu'on appelle les aides deep tech, qui nous permettent justement de voir quand même un certain nombre de projets sur cette thématique-là. Peut-être juste pour finir et pour donner un dernier élément de réponse, là où je vous rejoins, c'est que quand on a un excellent matériau qui a été optimisé, il faut faire après ce qu'on appelle les slurries, les encres, il faut faire des électrodes. Et là, il y a énormément de choses aussi à apprendre. C'est plus la cuisine, mais la cuisine, c'est la noble cuisine, parce qu'arriver à faire des très belles électrodes à partir de matériaux, au travers des encres, mais c'est un vrai métier. Et c'est excessivement compliqué aussi. Okay. Bonjour. Jean-Luc Saquet, Société Omega. Alors, je crois que ça a été abordé brièvement. Moi, je travaille je suis consultant pour des grands groupes dans le stockage industriel de batteries. Et j'ai entendu donc des noms prestigieux, Eramet, Orano, Électricité de Strasbourg. Comment est-ce qu'on associe des PME, des structures
plus modestes, parce qu'on parle beaucoup de méga factory ou autres, mais comment est-ce qu'on associe des PME existantes ou à créer en fait à ces projets de développement, de recyclage, de chaîne de valeur? On peut s'autoriser la réponse quand même. Il y a plusieurs réponses. Le dispositif BPI, l'appel à projet dont parlait David, et aussi les aides en région sont des aides pour lesquelles il y a des KPI de bénéficiaires qui soient des entreprises de petite taille et des startups. Il y a un France 2030, il y a un objectif en pourcentage des fonds totaux alloués qui doivent bénéficier à des startups et à des entreprises de petite taille. Et donc on a parlé beaucoup des projets emblématiques de Gigafactory, des projets emblématiques de recyclage, mais par exemple dans le PIEC, alors c'est les grands projets d'intérêt européen commun et c'est le cadre dans lequel ACC a été financé. En fait, un des critères d'éligibilité à ce cadre, c'était le fait que ce soit des projets qui ont des collaborations entre eux et notoirement des collaborations avec des PME et qui ont des effets, alors c'est un peu conceptuel, mais des effets de spillover et de dissémination. Et la raison pour laquelle la Commission accepte des intensités d'aide telles, c'est que ces projets ont un effet écosystémique. Et donc, ces projets, donc ACC et tous les autres projets des 2 PIEC sur les batteries, ont des obligations de coopération avec des entreprises de plus petite taille. Et c'est des engagements qu'ils ont pris lors du financement et sur lesquels on vérifie tous les ans qu'ils s'y tiennent. Merci. Merci Valérie. Alors c'est le mot de la fin, le gong a sonné. Donc encore une fois, merci à vous pour votre venue, vos questions. Et puis bon big.